Un pari colossal que l'industrie pensait impossible à perdre. D'un côté, un laboratoire aux millions de dollars et sa semence parfaite. De l'autre, Orville, 71 ans, et un simple sac de toile rapporté de Bavière en 1889. Pour les experts, le progrès allait écraser le passé. Mais quand la pire sécheresse du siècle a transformé l'Iowa en brasier, les certitudes ont volé en éclats. Découvrez le duel épique qui a prouvé que la mémoire de la Terre est plus puissante que la science. Une vérité que l'industrie a tout fait pour oublier. Avant de plonger au cœur de cet affrontement épique entre tradition et modernité, une question me tient à cœur. Depuis quelle ville ou quelle magnifique région de France nous suivez-vous aujourd'hui? Partagez votre coin de terroir en commentaire. Si cette quête de vérité et de racines vous touche, soutenez-nous en aimant cette vidéo et en vous abonnant. Ensemble, préservons ces récits qui ont façonné notre terre. L'histoire commence maintenant. Nous sommes à l'aube de l'été 1974. Une époque troublante, presque vertigineuse, où l'homme regardait la Terre non plus comme une alliée millénaire, mais comme une simple équation à résoudre. Dans les vastes plaines de l'Iowa, le murmure ancestral des saisons avait été remplacé par le fracas triomphant de l'industrie. C'était l'âge d'or de l'agrochimie, un temps de certitudes aveugles où la science promettait d'asservir la nature, de la plier à une volonté de rendement absolu. Le vivant n'inspirait plus le respect. Il devait être corrigé, standardisé, transformé en une machine prévisible et farouchement rentable. L'illusion du contrôle total était parfaite et le doute n'avait pas sa place. Au cœur de cette mécanique implacable régnait la Heartland Seed Corporation. Ce qui n'était autrefois qu'une modeste affaire locale s'était métamorphosé en un empire régional, dictant sa loi sur l'ensemble du nord-est de l'État. Son art de conquête portait un nom de code froid et clinique, le HS 880. Bien plus qu'une simple semence, c'était le fruit artificiel de cette année de manipulation en laboratoire et d'un investissement faramineux de 300 000 $. Une véritable fortune pour l'époque. Conçu pour repousser la maladie et offrir des épis d'une uniformité troublante, le HS 880 avait colonisé près de 90% des terres cultivables du comté de Brémé. Il incarnait, aux yeux de ses créateurs, le triomphe définitif du génie humain sur les caprices du sol. Et pour répandre ce nouvel évangile de l'abondance, il fallait un porte-étendard. Phil Driscoll, 43 ans, en était le prêcheur le plus zélé. Pur produit de l'Université d'agronomie de l'État, cet homme ne vendait pas de simples sacs de grains. Il vendait une promesse d'infaillibilité. Avec l'assurance glaçante de ceux qui n'ont jamais connu la défaite face aux éléments, Phil arpentait les cours de ferme avec ses attachés-caisses remplis de tableaux de rendement, de graphiques de croissance et d'essais comparatifs. Dans son univers tapissé de données chiffrées, le mystère complexe de la Terre n'existait pas. La nature avait été vaincue par la statistique. Phil avançait chaque jour avec la conviction inébranlable que rien, pas même le souffle imprévisible de l'Iowa, ne pourrait jamais enrayer la marche majestueuse du progrès. Pourtant, à quelques lieues des bureaux rutilants de la Heartland Seed, sur une terre de 200 acres à l'est de Waverly, le temps semblait avoir suspendu sa course. Là, un homme de 71 ans opposé au vacarme du progrès un silence têtu, presque sacré. Orville Stamp n'était pas un homme de graphique ou de bilan comptable. Son visage, labouré par 43 étés de labeur solitaire, racontait une toute autre histoire, celle d'une fidélité inflexible à une lignée que le monde moderne jugeait déjà moribonde. Pour Orville, la terre n'était pas un gisement à exploiter, mais un héritage qu'il tenait en dépôt de ses ancêtres, un fil invisible tendu entre la vieille Europe et la prairie américaine. L'origine de ce lien mystique remontait à l'année 1889. Cette année-là, un homme nommé Wilhelm Stamp, fuyant la Bavière, débarquait sur le sol américain avec pour seul bagage une mâle cabine, une épouse dévouée et un modeste sac de toile. À l'intérieur de ce sac se cachait un trésor plus précieux que l'or, des graines de maïs issues de la vallée du Danube, cultivé par sa famille depuis des temps immémoriaux. Ce maïs, que les voisins finiraient par appeler le maïs Stamp, n'avait rien de commun avec les créations aseptisées des laboratoires de Phil Driscoll. Ce n'était pas un produit breveté, mais une population vivante, un peuple végétal qui respirait et se reproduisait naturellement, génération après génération, depuis plus d'un siècle en Bavière et 85 ans sous le ciel de l'Iowa. Ce que les agronomes de la ville ne comprenaient pas, c'est que ces graines n'étaient pas figées dans le passé. Elles étaient le fruit d'une adaptation constante, d'une conversation ininterrompue entre la plante et son environnement. Chaque automne, depuis 1931, Orville répétait les gestes de son père Heinrich et de son grand-père Wilhelm, sélectionnant avec une patience d'orfèvre les plus beaux épis pour la saison suivante. Ce maïs gratuit, sans licence ni contrat, était le dernier vestige d'une époque où l'homme et la semence évoluaient de concert. Il n'était pas né dans une éprouvette stérile, mais dans la boue et la sueur, se forgeant un caractère d'acier face aux orages et aux sécheresses.
C'était un organisme qui connaissait la terre de Brémé par cœur, et qui, en retour, en était devenu l'âme organique. Chaque mois d'octobre, alors que le vent de l'Iowa commençait à mordre et que les moissonneuses des voisins dévoraient les champs à toute allure, Orville Stump s'engageait dans une voie radicalement différente. Il ne se contentait pas de récolter, il entrait en communion. Seul, vêtu de sa salopette usée, il marchait entre les rangs de son maïs avec la lenteur solennelle d'un homme qui lit un manuscrit sacré. Ce rituel, hérité d'un temps où l'homme et la plante se parlaient encore, était le fondement même de sa résistance. Orville ne choisissait pas ses semences au hasard dans un silo. Il les débusquait sur pied, observant chaque tige, chaque racine, chaque épi comme s'il s'agissait de l'unique espoir de la saison à venir. C'était une science patiente, une sélection de précision que les laboratoires de la Heartland Seed, malgré leurs millions de dollars, étaient incapables d'imiter. Orville cherchait la tige la plus haute, l'épi le plus dense, celui qui s'accrochait au sol avec une vigueur farouche. Il écartait délicatement l'enveloppe de l'épi pour en scruter les grains, une couleur profonde, des rangs serrés, une régularité parfaite. S'il était convaincu, il marquait le plan d'un simple ruban de tissu. À la fin de son périple, il avait sélectionné environ 200 épis provenant de 200 plants différents, disséminés sur toute sa terre. Ce détail était crucial. En évitant de se concentrer sur quelques individus isolés, il préservait la diversité génétique de son peuple végétal tout en le poussant, année après année, vers une adaptation absolue à son coin de terre. Ce que Phil Driscoll et les ingénieurs en cravate considéraient comme une méthode primitive était, en réalité, l'agronomie la plus pure qui soit. Pendant 43 ans, sans une seule interruption, Orville avait accumulé des données que nulle intelligence artificielle n'aurait pu synthétiser. Sur les étiquettes en toile de ces sacs de semences, écrites d'un trait de crayon ferme, figuraient les archives d'une vie. Juillet sec, bonne pollinisation, rendement supérieur. Ce n'était pas de l'agriculture de subsistance, c'était une œuvre de sélection locale ininterrompue. Son maïs connaissait chaque caprice du sol de Brémé, chaque nuance de son climat, chaque pression parasitaire de cette parcelle précise. Entre cette terre et cette semence, il existait un pacte de sang et de sève, un dialogue biologique que 75 ans de sciences modernes ne pouvaient espérer égaler en une décennie. Chaque printemps, depuis 6 ans, une scène immuable se jouait sur le porche de la ferme Stump, comme un duel rituel entre 2 siècles qui refusaient de s'entendre. Phil Driscoll arrivait avec la ferveur d'un missionnaire, ses graphiques sous le bras et ses tableaux de rendement étalés comme des preuves irréfutables. Pour lui, Orville n'était pas seulement un client récalcitrant, il était une anomalie, un vestige d'un passé qu'il fallait impérativement balayer pour laisser place au progrès. Phil parlait de vigueur hybride, de résistance optimisée et de potentiel de rendement. Il posait sur la table un chiffre qui, selon lui, aurait dû faire plier n'importe quel homme de bon sens, $6,000. C'était, d'après ses calculs, la somme exacte qu'Orville laissait pourrir dans ses sillons chaque année en s'obstinant à planter son vieux grain. Mais face à cette arithmétique de l'immédiat, Orville Stump opposait la géométrie du temps long. À chaque offensive de Phil, le vieil homme répondait avec la sérénité d'un chêne que l'orage ne peut ébranler. « Votre maïs a 7 ans de données derrière lui, Phil. Le mien en a 85 sur cette terre précise. Revenez me voir quand vous aurez accumulé un siècle d'expérience. » Pour Orville, le profit n'était qu'une variable éphémère. Seule la survie de la lignée importait. Il savait ce que Phil ignorait, que la science n'est souvent qu'une photographie de l'instant, alors que le terroir est une mémoire qui ne s'efface jamais. Cette fracture idéologique trouvait son expression la plus cruelle le long de la Highway 218, l'artère principale qui reliait Waverly à Cedar Falls. La ferme d'Orville y siégeait comme une provocation silencieuse. Chaque été, des centaines de cultivateurs passaient devant ses champs et le contraste était saisissant. D'un côté, chez les voisins, les hybrides de Heartland se dressaient comme des soldats d'élite, une armée verte, parfaitement uniforme, chaque plant ayant la même taille, la même couleur, la même architecture. C'était une galerie d'art moderne, propre et prévisible. De l'autre côté de la clôture, le champ d'Orville ressemblait à une forêt sauvage en miniature. Les plants variaient en hauteur, les rangs semblaient parfois hésiter, et le vert des feuilles n'avait pas cette profondeur artificielle des catalogues. Pour les passants, c'était un musée en plein air, une curiosité d'un autre âge que l'on regardait parfois avec un respect teinté de nostalgie, mais plus souvent avec une pitié moqueuse. Phil Driscoll, lui, ne voyait dans ce désordre apparent qu'une insulte personnelle à la modernité, une tache sur le paysage de l'Iowa qu'il se jurait de faire disparaître, quitte à parier l'honneur même de sa compagnie. Février 1974. Le givre pétrifie les vitres de la salle de réunion du conseil de la foire du comté de Brémé. L'atmosphère est celle d'un tribunal feutré où se joue, sans que personne ne le sache encore, l'avenir d'une certaine idée de la terre.
Phil Driscoll s'avance, non pas avec la retenue habituelle des gens du cru, mais avec l'assurance glaciale d'un conquérant. Ce soir-là, il ne s'agit plus pour lui de vendre des semences de ferme en ferme. Il s'agit de porter le coup de grâce à l'ancien monde, d'étouffer une fois pour toute la voie de la tradition sous le poids du rendement. Je propose un défi public. Lance-t-il aux membres du conseil la voix empreinte d'une autorité sans réplique. Heartland Seed parrainera un concours de rendement. Notre hybride HS 880 face à n'importe quel maïs du comté. Même sol, même date de semis, même programme de fertilisation. Tout sera mesuré par un agent indépendant. Et pour prouver notre supériorité, nous mettons en jeu 25 000 $. Un silence de plomb s'abat sur la pièce. En 1974, cette somme est astronomique. Elle représente plus que ce qu'un fermier moyen peut espérer gagner en une année entière de labeur acharné. C'est une fortune capable de transformer un destin ou de sauver une exploitation de la ruine. Les membres du conseil se dévisagent, stupéfaits par cette outrecuidance corporatiste. L'arrogance de Phil est à son comble, portée par la certitude absolue que la nature est une machine que l'on peut dompter par le capital. Ce pari n'est pas qu'une simple opération promotionnelle, c'est un acte de pure démesure industrielle. Pour la Heartland Seed Corporation, ce n'est qu'une ligne budgétaire, un risque calculé pour asseoir définitivement leur hégémonie sur la région. Pourtant, derrière les sourires de façade, Phil poursuit une obsession personnelle. Il n'a pas besoin de prononcer le nom d'Orville Stamp. Dans l'esprit de chaque homme autour de la table, une image s'impose immédiatement. Ce chant désordonné, presque anachronique, qui borde la Highway 218. Phil veut forcer le vieil homme à sortir de sa réserve, à exposer ses convictions ancestrales au grand jour pour mieux les humilier sous le poids de la modernité. Il sourit, certain que le progrès ne peut être vaincu par la simple mémoire d'une graine. L'hubris a désormais un prix, et le piège est officiellement tendu. La nouvelle se propagea à travers le comté comme un feu de prairie, porté par le vent glacial de marche jusqu'au cœur des coopératives et des silos à grains. Dans la pénombre des hangars, entre l'odeur du gazole et celle du café noir, on ne parlait que de cela. 25 000 $. Pour ces hommes qui vivaient au rythme des saisons et des dettes, une telle somme tenait du miracle ou de la folie. Le piège de la Heartland Seed était désormais bien visible, une cage dorée dont la porte restait grande ouverte, attendant sa proie. Phil Driscoll, au sommet de son art, savourait chaque instant de cette agitation. Il hantait les comptoirs de vente, distillant son assurance avec une éloquence de tribun. Pour lui, l'issue ne faisait aucun doute. Il ne s'agissait plus d'une compétition, mais d'une exécution publique de l'ancien monde. Devant une foule de fermiers hilars à la coopérative de Waverly, il lança une comparaison qui resterait gravée dans les mémoires. Vouloir battre notre HS 880 avec du vieux maïs à pollinisation libre, c'est comme vouloir faire la course contre une corvette avec un cheval de trait. C'est nostalgique, c'est charmant, mais c'est perdu d'avance. Les ricanements qui suivirent marquaient la victoire culturelle de l'industrie. La majorité avait déjà choisi son camp, celui du moteur contre le muscle, du laboratoire contre la lignée. Le 15 mars, alors que les derniers vestiges de neige fondaient dans les fossés, l'ombre d'Orville Stamp se dessina sur le seuil du bureau du conseil de la foire. Il entra sans fracas, son vieux chapeau à la main, sa présence imposant un silence immédiat. Sans un mot superflu, il s'approcha du bureau de la secrétaire et signa le formulaire d'inscription. Sur la ligne réservée à la variété, il écrivit d'une main ferme « Lignée familiale Stamp, culture continue depuis 1889 ». La secrétaire, stupéfaite, leva les yeux vers ce vieil homme qui semblait porter sur ses épaules tout le poids d'un siècle révolu. « Monsieur Stamp, vous savez que le maïs bat tous les records depuis 7 ans ?» lui demanda-t-elle avec une pointe d'inquiétude. Orville marqua une pause, ses yeux clairs fixant un horizon que lui seul semblait percevoir. Sa réponse tomba, lourde de sens, comme une sentence. « Je sais ce que leur maïs fait quand tout va bien. Je veux savoir ce qu'il fait quand tout va mal. » En une phrase, le vieil homme venait de redéfinir l'enjeu du combat. Il ne s'agissait plus de savoir qui produirait le plus sous un soleil clément, mais qui resterait debout lorsque la terre reprendrait ses droits. Le défi était lancé, non pas contre une entreprise, mais pour la survie d'une vérité que le monde moderne avait oubliée. La véritable force ne réside pas dans la performance de l'instant, mais dans la résilience face à l'imprévisible. Le 4 mai 1974, le silence de la foire du comté de Brémé fut rompu par le vrombissement d'un seul et même semoir. Pour la science, pour l'industrie et pour les 500 témoins qui observaient de loin, l'équité devait être absolue. Les deux parcelles, côte à côte, reçurent la même dose d'azote, la même profondeur de semis, le même traitement de faveur de la part de l'agent d'extension. Rien, absolument rien, ne devait venir fausser le verdict final, si ce n'est la nature profonde de la graine elle-même. D'un côté, le HS 880,
traité avec les fongicides les plus récents, poli comme une perle de laboratoire. De l'autre, les grains d'Orville jetés dans la terre tels qu'ils étaient sortis de son vieux sac de toile, brut, sans artifice, portant en haut la poussière des décennies passées. Lorsque juin arriva, le champ devint le théâtre d'une cruelle métaphore visuelle. La parcelle de la Heartland Sea Corporation était une œuvre d'art industriel, une photographie de catalogue qui aurait pris vie sous le soleil de l'Iowa. Chaque plant de maïs était le clone parfait de son voisin. Même hauteur au millimètre près, même architecture des feuilles, un vert émeraude si profond qu'il semblait presque artificiel. C'était une armée de soldats d'élite, alignés avec une précision mathématique, dégageant une impression de puissance et de contrôle total. Pour quiconque passait sur la Highway 218, la supériorité de la science moderne crevait les yeux. En revanche, la parcelle d'Orville ressemblait à un vestige oublié, un anachronisme végétal qui semblait demander pardon d'exister encore. Ces plants variaient en taille, oscillant de 10 à 15 cm les uns par rapport aux autres. Leur couleur était d'un vert plus pâle, tirant sur le jaune, dépourvu de l'éclat chimique du voisin. Les rangs paraissaient hésitants, presque désordonnés. Aux yeux des fermiers qui s'arrêtaient sur le bas-côté, le maïs stamp n'était plus une menace. C'était une curiosité de musée, le témoignage touchant mais pathétique d'un monde qui n'avait pas su s'adapter. Phil Driscoll, au volant de sa voiture de fonction, ralentissait chaque matin devant ce spectacle pour savourer ce qu'il considérait déjà comme son triomphe. Lors des réunions commerciales de la Heartland, il ne se contentait plus de présenter des chiffres. Il moquait ouvertement le vieil homme. Le maïs de Stimp a l'air d'avoir été planté par un aveugle, disait-il avec un rire méprisant. Pour Phil, le concours de beauté de juin avait déjà scellé le destin de la récolte d'août. Il ne voyait dans l'uniformité de son maïs qu'une preuve de force, incapable de comprendre que dans cette perfection apparente se cachait une vulnérabilité mortelle. Il ignorait que le ciel s'apprêtait à changer les règles du jeu, et que dans la nature, ce qui brille au printemps n'est pas toujours ce qui survit à l'été. Juillet arriva, mais il n'apporta pas la pluie. Le ciel de l'Iowa, d'ordinaire si généreux, se mua en une voûte de cuivre impitoyable qui semblait aspirer jusqu'à la dernière goutte de vie du sol de Brémé. Les semaines passèrent, et les statistiques de Phil Driscoll commencèrent à se heurter à une réalité physique brutale. Les rapports d'humidité s'effondraient, le sous-sol se transformait en poussière, et les réserves de la terre s'épuisaient. Dans ce silence étouffant, l'arrogance de l'agrochimie allait révéler sa faille la plus intime, celle que personne n'avait osé prévoir dans les bureaux climatisés de Cedar Falls. C'est ici que le génie des laboratoires rencontra son plus grand ennemi, sa propre perfection. Dans la parcelle A, le maïs hybride HS 880 commença à montrer les signes d'une détresse terrifiante. Parce que chaque plant était le jumeau génétique de son voisin, parce qu'ils étaient tous issus d'une lignée clonée pour l'uniformité, ils réagirent au stress hydrique avec une synchronisation presque surnaturelle. Il n'y avait aucune nuance, aucune exception. Au même instant, chaque tige courba l'échine. Au même instant, chaque feuille commença à s'enrouler sur elle-même pour tenter de conserver une humidité qui n'existait plus. Ce qui était, un mois plus tôt, une armée de soldats d'élite devint soudain une hécatombe collective. L'uniformité, que Phil vantait comme la preuve de la modernité, se retournait contre lui comme un piège mortel. Puisque tous les plans avaient les mêmes besoins et les mêmes limites, ils échouèrent tous ensemble. La parcelle de la Heartland Sea n'était plus un champ, mais un mur homogène de désolation, une mer de feuilles grisâtres et recroquevillées, témoignant de la fragilité absolue d'un système qui avait misé toute sa stratégie sur un scénario où tout irait bien. La nature venait de fermer le robinet, et la science n'avait aucun plan de secours pour l'imprévisible. Tandis que la parcelle de la Heartland se figeait dans une agonie collective, le champ d'Orville Stimp commençait à révéler son secret le plus ancien, un mystère que la science moderne avait dédaigné. Ce que les yeux non avertis prenaient pour du désordre en juin était devenu, sous le feu de juillet, une stratégie de survie magistrale. C'est ici que s'illustrait ce que les biologistes nomment l'effet tampon d'une population, la force brute de la diversité génétique. Dans la parcelle d'Orville, chaque plant était un individu unique, doté de son propre tempérament et de sa propre résistance. Face à la morsure de la sécheresse, le champ ne s'est pas effondré d'un bloc comme celui de son rival. Il s'est trié lui-même, avec une intelligence organique presque effrayante. Les individus les plus fragiles ont cessé de croître, sacrifiant leur propre existence pour ne plus puiser dans les réserves d'eau déclinantes du sol. Ce sacrifice silencieux permettait aux spécimens les plus vigoureux, ceux dont les racines plongeaient le plus profondément dans les entrailles de l'Iowa, de continuer à lutter. Là où l'hybride cherchait la perfection pour tous, le maïs ancien privilégiait la survie de la lignée. Mais le véritable miracle biologique se jouait au moment crucial de la pollinisation. Pour l'hybride HS 880, tout devait se passer en une fenêtre de tir étroite, une synchronisation parfaite que la chaleur extrême avait brisée.
Les soies n'étaient pas sorties à temps pour recevoir le pollen, condamnant les épis à rester vides. Chez Orville, la diversité offrait un calendrier échelonné. Parce que les plants n'étaient pas des clones, ils ne fleurissaient pas tous au même instant. Pendant des semaines, il y eut toujours un peu de pollen flottant dans l'air pour rencontrer une soie fertile. Ce décalage temporel, ce chaos que Phil Driscoll avait moqué, était en réalité une police d'assurance vieille de plusieurs siècles. Orville arpentait ses rangs chaque matin, tâtant les épis avec la main d'un sculpteur qui sent la forme émerger de la pierre. Il ne disait rien, mais il voyait les grains se gonfler là où l'industrie n'avait produit que du foin stérile. De l'autre côté de la clôture, Phil Driscoll ne souriait plus. Sa confiance avait laissé place à une draie glaciale, un vertige devant l'incompréhensible. Ces tableaux de données n'avaient aucune réponse à donner à ce spectacle. Un vieil homme en salopette dont le maïs, archaïque, était en train de gagner, simplement parce qu'il avait appris, sur 85 ans de mémoire, que dans la nature, l'uniformité est une condamnation et la différence, une bénédiction. Le 17 août 1974, l'air de la foire du comté de Brémé n'était plus seulement chargé de chaleur, il était saturé d'une tension électrique presque insoutenable. 500 visages burinés par le soleil, 500 paires d'yeux scrutateurs s'étaient massés dans les gradins de bois, tournés vers 2 demi-acres de terre qui allaient devenir le tribunal d'une époque. Le silence qui pesait sur la foule n'était pas celui de l'indifférence, mais celui d'une attente sacrée. On ne venait pas seulement pour voir une pesée. On venait pour voir si le monde moderne avait raison d'effacer le passé. Phil Driscoll, figé près de son stand rutilant, sentait sa chemise Heartland collée à sa peau, tandis qu'en face, Orville Stimp restait immobile, serrant contre lui son vieux sac de toile comme un bouclier de dignité. L'agent d'extension s'élança d'abord sur la parcelle, celle du prodige industriel. Le fracas de la moissonneuse-batteuse déchira l'air, avalant ses rangs autrefois si parfaits, désormais grisés par l'échec. Lorsque le grain finit de couler dans la remorque peseuse, le verdict tomba, sec et clinique, 91 boisseaux à l'acre. Dans une année de poussière et de cendres, c'était un chiffre respectable pour le commun des mortels. Mais pour le HS 880, c'était un aveu d'impuissance. L'uniformité n'avait pas tenu sa promesse de miracle, elle s'était contentée de survivre, médiocre et vaincue par la soif. Un murmure d'incrédulité parcourut les gradins alors que Phil Driscoll baissait les yeux vers ses graphiques inutiles. Puis, la machine s'attaqua à la parcelle B. Le maïs d'Orville, ce désordre végétal que tous avaient moqué en juin, entra dans le tambour. Le son semblait plus dense, le rythme plus soutenu. L'agent d'extension s'approcha de la bascule, vérifia ses mesures à 2 reprises, comme s'il doutait de ses propres sens. Il se redressa enfin, et sa voix, amplifiée par les haut-parleurs, résonna sur toute la foire, 103 boisseaux à l'acre. Pendant une seconde éternelle, le temps s'arrêta. Un silence de plomb, sidéré, s'abattit sur le comté de Brémé. Puis, soudain, le tonnerre. 500 fermiers se levèrent d'un seul bloc, libérant un rugissement viscéral qui semblait monter des entrailles même de la terre. Ce n'étaient pas de simples applaudissements, c'était le cri de ralliement d'une vérité que l'on croyait perdue. 12 boisseaux de différence. 12 boisseaux qui pulvérisaient instantanément 300 000 $ de recherche et 7 ans d'arrogance corporatiste. Sous les yeux du monde, la mémoire biologique d'un sac de toile venait de terrasser la manipulation chimique d'un laboratoire. L'illusion du contrôle total s'était évaporée dans la poussière de l'Iowa, laissant place à une certitude nouvelle. L'ancien monde n'était pas mort, il attendait simplement que la Terre exige à nouveau de la sagesse. Le lundi suivant, le silence était revenu sur la ferme des Stimp, mais c'était un silence chargé d'une gravité nouvelle. Phil Driscoll ne portait plus son polo de la Heartland avec la même superbe. En franchissant le seuil de la cuisine d'Orville, il n'était plus le héros du progrès, mais un homme dont les fondations intellectuelles venaient de s'effondrer. Il tendit l'enveloppe contenant le chèque de 25 000 $, un geste qu'il avait imaginé triomphal des mois auparavant et qui n'était plus désormais qu'une formalité amère, presque une amende pour excès d'orgueil. Orville accepta l'enveloppe sans me maluvria. La posance à la table de boys uz comme un objet dénué d'importance. Illinois regarda Phil, non pas avec el amertume du vainqueur, mais avec la compassion qu'elle en réserve à ceux qui ont confondu la carte avec le territoire. Vous avez conquis votre conquers pour one année parfaite, Phil, comme que la vieille dit one voix calme. Vous avez bâti votre science sur l'illusion de l'abondance, c'est un soleil idéal et one pluie qui tomberait sa commande. C'est dans ce monde imaginaire que votre hybride brille. Mais la taille de l'ONI se soucie par de vos provisions. L'agriculture enist par l'art de célébrer les meilleurs ans. C'est l'art sacre de survivre auxiliary pires.
Cette phrase reste suspendue dans l'air lower de la cuisine, plus tranquanti qu'un import quel tableau de rendement. Orville explique et le CEQ fil innovate par après dans les amphithéâtres de l'université, l'uniformité génétique, ce grôle de l'industrie moderne, et en réalite sa vulnérabilité la plus catastrophique. En crent des millions de clones identiques pour garantir la perfection. Heartland evate sa prime tout marge de manœuvre face à l'imprévisible. Si one cetras un parasite trouvate la faille d'un sol plant Illinois la trouvate chez tous, au même instant, avec la même violence. Mon mais échoue individuellement, murmura Orville en fixant le regard de Phil. Certains plants murent, d'autres résistent. La population s'adapte, elle encaisse, elle se vit. Le votre échoue collectivement. C'est one hecatombe synchronisé. Phil reste immobile, comprenant enfin QCE tu Illinois appelate désordre dans le champ d'Orvillité en fait one police d'assurance biologique millénaire. La nature n'est cherchée par le record de l'instant, elle cherche la pérennité à travers les siècles. En voulant optimiser chaque centimètre car pour le profit, l'industrie avait créé un colosse auxiliary pides d'argile, incapable de supporter le moindre souffle de travers. Dans cette petite cuisine, la lécanité claire. Le progrès sans résilience est un mirage qui s'évapore dès que le ciel se referme. Orville stump en utiliser par les $25,000 pour s'offrir le confort d'un nouveau tracteur ou la modernité d'une maison neuve. Illinois les consacre tout entiers à l'édification d'un sanctuaire. One fortress climatique niche au cœur de sa ferme. Dans la pénombre de ces bâtiments réguliers, sur des étages de bois massifs, reposant des centaines de sacs de toile. N'était pas seulement le mais stump qui y trouvait refuge, mais des dizaines d'autres variétés oubliées, collectées au fil des ans, chacune portant en elle one réponse biologique à one catastrophe qui n'avait pas encore eu lieu. Orville n'y stockate par des marchandises. Illinois archivate la résilience du monde, crent one bibliothèque vivante qui nul laboratoire n'y pererit jamais breviter. Le temps fit son œuvre, et en 1991, sous le clocher de l'église luthérienne de Waverly, le comte de Bramer vint rendre un dernier hommage à l'homme de quatervingt les banques ancient bonds de Phemius Venus de six comtes, des hommes qui avant vu le miracle de 1974 et qui avant compris, avec le temps, la portée du message. Son fils, Martin, monter à la chair, tenant entre ses mains qui uses le vieux sac de toile de Wilhelm. Cellular meme qui avait traversé l'ocean en 1889. Ce sac ascent dux ans, dit Illinois d1 voy habité par one emotion continue. La Siemens tu Illinois contient est plus ancien qu'un import quelle entreprise, en import quelle science agronomique moderne. Elle est vivante parce que, pendant un siècle, un homme choisi de l'écouter. Mon pardonnate à mais si tu Illinois attendate, le regard d'un homme qui connaît sa terre. C'est cela, le terroir. C'est one relation. It vaus ni pourrais jamais acquitter one relation sa un catalogue. Aujourd'hui, el héritage d'Orville respire encore dans les chambers froides de l'université d'état de l'Iowa. Les généticiens, sous la memes qui n'y durant autrefois que par le clonage, y étudiant avec respect les traits uniques de mais stumpf. Ces racines profondes capables de traquer l'eau dans les abysses du sol, s'affinita de pollinisation obstinée. Ces grains ancestrales servent désormais de base pour créer les cultures de domaine, celles qui devront affronter un climat de plus en plus erratique. Quant à Phil Driscoll, Illinois quitta la Heartland Seed Corporation puis après, incapable de retrouver sa foi aveugle dans l'uniformite. Devenu consultant independent, Illinois finit sa carrière en murmurant un conceal étranger ses clients, un secret tu Illinois avait report de la cuisine d'Orville, plantes de el hybride pour le profit se $0.20% de vos tes, mais consacres le reste à la diversité. Silla vos coutera puteta quelques boisseaux lors des bons ans, mais silla sauvera votre vie lors des mauvaises. Illinois n'y 17 jamais du Louis Vinate set sagesse, mais Illinois savate, comme tout le comte de Bramer, que parfois, la vile grain dans le sac de toile est la seule chose qui se perd de l'abîme. Car si el hybride est conçu pour l'année parfaite, le mais d'Orville, Louis, est ni pour survivre à l'éternité.